On a tous envie d'être authentique au travail sans se faire virer. Charlie Winner vous donne des conseils dans l'open space de votre vie. Charlie Winner. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai sélectionné une question qui fait mouche de Sonia Chamé, talentologue chez Lucky Bees. Comment couper sa caméra en visio sans passer pour une ordure? Merci pour cette question, Sonia. C'est vrai que c'est compliqué d'expliquer que vous avez un esprit de co-construction, mais que vous souhaitez qu'on ne vous voit plus. Commençons par une phase d'analyse de la situation. En visioconférence, les gens vous voient. Et quand vous prenez la parole, ils vous voient en gros plan. Et c'est surtout pas à ce moment-là qu'il faut penser à votre nez. Pensez plutôt à parler de manière cohérente. Restez concentré sur ce que vous dites, et puis écoutez vos collaborateurs au lieu de les ausculter. À part pour Michel qui va encore parler sur mute. Heureusement, ce qu'il dit n'a aucune valeur. Bref, la caméra complique nos réunions à distance. Vous avez raison de vous interroger, Sonia. Comment désactiver cette caméra sans passer pour une ordure? Demandons de l'aide à la data. La data. 87% des gens qui sont en visio aimeraient avoir un problème de connexion. Vous voyez, Sonia, la data nous dit que vous n'êtes pas la seule à vouloir désactiver votre caméra. Il y a plusieurs possibilités. Use case number 1. Vous êtes en télétravail. Prétextez un problème de connexion à Internet en expliquant que la boucle locale n'est plus là. Use case number 2. Vous êtes dans un open space ultra connecté. Dans ce cas-là, au lieu de parler de bande passante, parlez management. Expliquez à votre N+1 que la caméra épuise ses équipes. Quand on est filmé, on doit faire attention à plein de choses. Ça oblige à rester dans le cadre au lieu de penser out of the box. Ça rend le silence pesant. Du coup, on dit des choses pas innovantes comme « je prends ton point ». Bref, Sonia, vous avez sûrement besoin d'un conseil qui fait du bien. Sonia, dites à votre N+1 que moins se voir, c'est mieux s'entendre. On reste en contact. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai sélectionné une question qui fait mouche de Thierry Narco, sprint facilitateur at SpaceZ. Comment être sûr que ça fait waouh? Waouh! C'est simple à dire, mais c'est difficile à obtenir. Thierry, quand un client veut son waouh, il veut une pièce montée. Eh bien, il ne faut pas se ramener avec des cigarettes russes. Alors comment faire? Commençons par une phase d'analyse de la situation. Aujourd'hui, un client ne doit pas être satisfait. Il doit être ébloui, transporté, enchanté. Il ouvre la bouche, il fait « waouh » et il sort sa carte bleue. L'effet « waouh », c'est une surprise. C'est dépasser les attentes. Mais si le client s'attend à un effet « waouh », comment obtenir un « waouh » ? Voyons ce que nous dit la data. La data. 77% des effets « waouh » se transforment en effets « mouais ». C'est ça le problème, Thierry. On veut toujours donner l'impression que tout est calculable, de maîtriser l'immaîtrisable, comme si c'était de la science. Bientôt, on aura des Chief Waouh Officers. Alors voici mon conseil qui fait du bien. Thierry, aujourd'hui les gens veulent du waouh durable, du waouh authentique. Allez-y crescendo. Commencez par un effet « eh ». Faites-le grandir en un effet « oh ». Et qui sait, un matin, l'effet « waouh » est là. On reste en contact. Aujourd'hui, j'ai sélectionné une question qui fait mouche de Maximus Performus, directeur des idées en vogue chez Disruptor. Comment exprimer une idée intelligente en 3 bullet points? Maximus, transformer une réalité complexe en bullet point, c'est un métier, celui des consultants. Car les bullet points permettent de vendre des idées en allant à l'essentiel. Procédons à une phase d'analyse de la situation. Maximus, les gens ont le niveau d'attention d'un poisson rouge. Ils préfèrent comprendre sans réfléchir plutôt que réfléchir pour comprendre. Et pour ça, les bullet points, c'est pratique. Ils permettent d'affirmer sans argumenter. Et ils donnent envie de faire des listes. Les 7 facteurs clés de succès pour montrer qu'on performe. Les 3 next steps pour montrer qu'on avance.
les 5 raisons d'arrêter de faire des listes pour montrer qu'on est à bout. Vous voyez, Maximus, les bullet points, ça évite de réfléchir. Mais est-ce une bonne idée? Que nous dit la data? La data. 78% des consultants pensent que leurs idées se bonifient quand ils les alignent en cases à cocher. Mais il se trompe. Maximus a trop abusé de la forme, on en oublie le fond. Les bullet points aplatissent la pensée sans qu'on s'en rende compte. Un peu comme si on avait l'esprit en forme de crêpe. Les bullet points réduisent, ils séparent, ils brisent. Ils ne sont pas si gentils que ça. En plus, ils adorent mettre les verbes à l'infinitif pour nous commander. Optimiser le processus, booster la performance, accélérer le changement. Du coup, on n'ose pas leur dire non. Si Jeff Bezos a interdit les bullet points chez Amazon, c'est pas parce qu'il était libraire. C'est parce que rédiger oblige à raisonner de manière fluide et continue. Alors voici mon conseil qui fait du bien. Quand vous racontez votre week-end à un collègue, vous ne listez pas les 5 bénéfices clés d'une famille optimale. Alors racontez une histoire plutôt que des bullet points. Maximus, on reste en contact. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai sélectionné une question qui fait mouche de Denis Merveille, Feel Good Manager chez Outblast. Comment choisir son background en visio? Très bonne question, Denis. Allons directement à la phase d'analyse de la situation. En mode présentiel, le décor est standard. C'est celui de la salle de réunion 404. Mais quand la réunion est en visio, le décor, c'est chez vous. C'est la collection de Tintin de votre chambre. C'est le dégât des eaux de votre salon. C'est le poster du Silence des agneaux de votre cuisine. Heureusement, vous pouvez mettre un background pour cacher votre vie privée et votre embarras. Mais comment bien le choisir? Que nous dit la data? La data. 84% des gens qui voient un arrière-plan flou derrière un collègue en visio se disent que son projet va foirer. Eh oui, Denis, malheureusement, les gens vous jugent d'après ce qu'ils voient derrière. Alors il faut soigner votre derrière. C'est votre image de marque. Plusieurs solutions s'offrent à vous. Option numéro 1. Mettez en scène un décor de vie privée équilibré. Remplacez la tronçonneuse au-dessus de votre lit par des livres de Michel Simès. Option numéro 2. Mettez un arrière-plan numérique classieux de type pont de San Francisco. Ça fait start-upper et ça évite d'exposer votre conjoint en slip quand vous êtes en train de parler de sujets structurants. En plus, Denis, un background sympa, ça peut servir à casser la glace. Si vous mettez une photo d'un concert de Gilbert Montagnier, on vous demandera à coup sûr depuis quand vous êtes has-been. Et maintenant, voici mon conseil qui fait du bien. Denis, pour éviter une nouvelle charge mentale, préparez à l'avance des fonds d'écran ciblés. Une courbe d'objectifs atteints pour votre N+1. Un trône de fer pour le comité de direction. Une peinture de Cristiano Ronaldo pour les commerciaux. Allez Denis, on reste en contact. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai sélectionné une question d'Esther Boulgour, humanisatrice de bots chez Wonderland. Comment gérer une idée de merde en brainstorming? Merci pour cette question, Esther. Capter une idée de merde dans un concert d'ACDC, c'est facile. On peut faire comme si on ne l'avait pas entendu. Mais dans un brainstorming, tout le monde l'entend. En plus, elle est immortalisée sur un post-it rose. Alors, commençons par une phase d'analyse de la situation. La règle du brainstorming, c'est que toutes les idées sont bienvenues, même les mauvaises, car elles servent à trouver les bonnes. Ok, mais quand les idées de merde servent à trouver d'autres idées de merde, c'est pas bon. Il faut donc les neutraliser. Et c'était pas facile, car aujourd'hui, on est tous obligés d'être bienveillants. Que nous dit la data? La data. 98% des gens qui donnent des idées n'ont pas envie qu'on leur dise qu'elles sont merdiques. Eh oui, le problème n'est pas de gérer l'idée de merde, Esther, mais de gérer celui qui l'a émise. 2 cas de figure. Use case numéro 1. L'émetteur de l'idée n'a pas d'influence directe sur vos revenus. Rappelez-lui que feedback is a gift, c'est-à-dire qu'une critique est un cadeau. Et là, vous lui en offrez un gros en lui disant « Ton idée est à chier ». Use case numéro 2. L'émetteur de l'idée est votre N+3. Dans ce cas, collez son post-it rose sur le mur et attendez que quelqu'un ait le courage de critiquer. Et si tout le monde ferme sa gueule, dites simplement « Je crois qu'on n'est pas encore prêt, François ». Et maintenant, voici mon conseil qui fait du bien. N'ayez pas peur des idées de merde, Esther. La plupart finissent leur vie sur un post-it. Et s'il arrive qu'une idée de merde se transforme en projet de daube, c'est le moment idéal pour solder vos RTT. Esther, on reste en contact.